L'inquiétude persistait, vigilante. Une atmosphère d'orage pesait sur Tlemcen. Puis d'un coup, toutes les appréhensions éparses prirent corps. Accourus à tire-d'aile, de tristes nouvelles peuplèrent le ciel de la ville. Omar et les siens ne se débarrassèrent plus jamais du sentiment qu'ils vivaient dans un monde interdit. La nuit était tombée sur ce monde. Personne ne se rappelait plus quand ni comment. Et maintenant la nuit s'accumulait sur de la nuit. Cette grande torpeur anéantissait tout ce qui aspirait à vivre. Omar avait l'impression d'être parmi des survivants qui avaient résisté seuls au sort commun. Les gens de Dalsbeta, les habitants de Tlemcen eux-mêmes, s'apprêtaient-ils à livrer leur dernier combat? Déboucheraient-ils bientôt sur l'aube vers laquelle ils s'acheminaient par une hallucinante attirance? Ou demeurent-ils, à la fin de compte, pour toujours ces habitants d'un monde réduit au silence, morts à l'air libre que le soleil et le vent évideraient peu à peu? Dalsbeta vivait le drame d'un peuple déchiré. Un jour, la nouvelle arriva. Hamid Serraj, parmi d'autres personnes, avait été transféré dans un camp de détention au Sahara. « Vous avez vu cet homme » dit Fatima, la sœur d'Hamid Serraj. Il ne s'arrêtait pas de courir d'un endroit à l'autre. Il est allé même à l'étranger. Il a voyagé d'une ville à l'autre, circulé de village en village, parcouru la campagne, en parlant aux gens pendant tout ce temps-là. Cet homme, tel que je vous le dis, ne cherchez pas le profit. Dans ce qu'il faisait, ce n'était pas son intérêt qu'il voyait. Il n'a jamais gagné un sou. Pourtant, cet homme, s'il avait voulu, il aurait eu millions sur millions et beaucoup de considération. Elle se tut. Son silence allait au-devant des commentaires, comme aucune des femmes qui l'écoutaient n'ouvrit la bouche. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a eu? Continua-t-elle. La prison. Un accent de triomphe curieusement fit vibrer sa voix. N'est-il pas un grand lettré? Tout le monde le sait. Il a toujours soutenu le faible. Il a aidé le monde de ses conseils. Il a donné aux gens le courage de vivre. Il a été constamment aux côtés des pauvres. Et il a défié les autorités pour secourir ses semblables. Que peut-on lui reprocher? Que peut-on dire d'un homme comme lui? Maintenant, le voilà en prison. Pourquoi Fatima, ma petite chérie? Fit Zina. Lui aussi, voulait-il pacifier le royaume de Fès? Que veulent ces communistes, ces nationalistes et les autres? Hadji Mesli, avant ton frère, a passé son existence dans les prisons. Qu'on laisse gouverner l'homme à la casquette. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Vous voyez un peu comment nous sommes, nous les musulmans, dit une voisine. L'autre jour, je passais dans la rue. Un marchand de sucreries s'est mis à mogénérer un autre homme. Quand tu auras appris à manger du chocolat, tu viendras. Je t'en vendrai, lui cria-t-il. Mais quand tu auras appris seulement. Pauvre de nous. Nous n'avons pas appris à manger du chocolat et nous voulons gouverner. Les femmes furent prises d'hilarité. Voisine, protesta la propriétaire, ils auraient mieux fait de commencer par travailler, par défricher et labourer les champs que leur avaient laissés leurs ancêtres. Ils auront beau se démener, ils n'arriveront à rien. Au temps où l'arabe s'allongeait sur des coussins et sirotait du thé, les Français travaillaient. Ils ne perdaient pas un instant. Ils prodiguaient leur peine et leur force.
Et voilà à présent les nôtres veulent reprendre cette terre en disant « Elle est à nous ». Ils n'auraient pas dû laisser le français travailler à leur place. Le français ne leur aurait rien pris. Ils ont abandonné leur terre. Ils n'ont rien à réclamer aujourd'hui. Comment nous sommes? Chevrota une autre femme du fond de la cuisine commune. Comment nous sommes? L'homme qui récitait des prières sur les tombes, un saint vieillard, aveugle par-dessus le marché. Il a été assassiné en plein cimetière. Vous le savez bien. Et par qui? Par des musulmans, ses propres frères. Est-ce qu'on voit des chrétiens tuer des chrétiens? Des juifs tuer des juifs? Non, à coup sûr. Et voilà pour les hommes qui veulent gouverner. Franchissant la porte de la vaste cuisine, la femme, sur ces mots, fit un magistral bras d'honneur, sans se gêner, sous le regard de toutes les autres. Le vieux père Ben Sahari, qui entrait à ce moment-là dans la cour, la vit. Tout ensemble poussèrent aussitôt des bouh bouh horrifiés. L'effronté se réfugia au fond de la cuisine. Au milieu de ses remous, Fatima laissa tomber. Tout le mal qu'a fait mon frère, c'est d'être venu en aide au monde. Je te crois, Firini. Tu dis vrai, ma fille, opina la vieille Aïcha. Fatima en conçut un grand orgueil. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Un homme en prison, sans plus. Mais il n'y a pas une once de mal en lui. Ben Sahari s'arrêta. Il écoutait les paroles de Fatima. Sans s'adresser à elle particulièrement, il dit à voix haute: Ceux qui sont incarcérés ont eu plus que le reste de la population maille à partir avec les autorités. Il faut qu'il y ait des coupables. Nous sommes tous coupables. Oui, tous coupables, sans en excepter un seul. Qu'on nous enferme ou qu'on nous relâche, cela ne change rien aux choses. Il y a de bonnes lois. Elles sont faites de telle sorte que par notre seule existence, nous sommes coupables. Hors la loi, nous sommes contre la loi et conspirons sans cesse contre la loi. Ainsi le veut la loi. Ceux qu'on arrête sont des conspirateurs, eux-mêmes n'oseraient pas le nier. La légalité sera toujours respectée. Une semaine déjà. Une semaine découlée depuis qu'Aïni avait tenté de prendre le train sans succès. Il n'était pas certain qu'elle pût dorénavant le prendre jamais. L'ère des voyages semblait bien close, et l'existence de toute la famille commença à s'en ressentir, doublement. D'une part, on ne trouvait pas autre chose à manger que du pain, et pas tous les jours. De l'autre, certaines femmes venaient appeler Aïni de plus en plus fréquemment. À celle-ci, elle faisait dire par ses enfants ou des voisines qu'elle n'était pas à la maison. Aïni se cachait. Ces inconnues étaient porteuses de réclamations redoutables. À la porte d'Alsbétal, leurs récriminations devenaient de plus en plus âpres à mesure que les jours s'ajoutaient aux jours. Elles avaient avancé des fonds à Aïni pour les achats qu'elle devait faire au Maroc. Avait-elle appris qu'elle ne pouvait plus quitter Tlemcen? Elles venaient toutes exiger leur argent. Ce matin-là, ne se contentant pas d'appeler de la grande porte d'Alsbétal, deux visiteuses pénétrèrent tout droit jusqu'à la chambre de Aïni. Omar dormait encore. C'était de bien bonne heure. Les piaulements le réveillèrent brusquement.
De haute carrure, drapées dans la flambante blancheur des haïks, les deux maritornes qui avaient envahi la pièce se dressaient, sévères comme des tours. C'était elles qui détenaient la richesse, ces créatures éclaboussées d'une santé éclatante, cruelle, les murs de cette chambre nue. Elle n'avait fait tout d'abord que soulever le rideau tendu à l'entrée. Elles ne s'aventurèrent pas plus loin que le pas de la porte. Assise par terre devant un plateau cabossé, Heini parut comme une ruine, en présence de ces incarnations de l'argent irritées et insultantes, survenant avec l'imprécation et la menace dans les yeux et dans la bouche. Le jour fut complètement intercepté par ces corps massifs qui bouchaient le seuil. Les deux femmes avancèrent finalement. Debout au milieu de la pièce, elles se campaient devant Heini et ses enfants qui, écrasés, paraissaient se ratatiner de plus en plus. Tel un grillon, Heini se leva d'un mouvement subit, et entre les femmes, des accolades se déclenchèrent. Ah, si toutes ces embrassades à bouche, que veux-tu, pouvaient être autre chose que du faux semblant. Mais non, tout cela avait de la frime, une ridicule imitation de la cordialité, des vrais sentiments. Et comme tout cela était dans l'ordre, pourtant les deux commères étaient venus, de toute évidence, pour se disputer, exiger, menacer. Il n'y avait qu'à voir leurs mines pincées. Heini les invita à s'asseoir, montrant d'un geste de la main, magnanime, des peaux de mouton étalées sur le sol. Les femmes d'un signe de tête repoussèrent l'offre. « Nous ne sommes pas venus pour nous asseoir, nous sommes venus d'un seul pied. » Heini jura qu'elle s'assierait, gesticula et voulut les entraîner dans les pans du haïk. « Vous avez bien un petit moment, vous n'allez pas rester comme ça, debout. » Les intrus jurèrent qu'elles ne s'assieraient point. « Vous me feriez honneur, tellement honneur. » L'une d'elles, qui avait d'énormes joues qui tremblaient, s'écria à la fin d'une voix claironnante à Heini. « Ma petite sœur, maudit Satan, nos robes, les aurons-nous à la fin? Nous sommes venus et revenus une douzaine de fois. Les aurons-nous » La seconde femme, façonnée dans une chair flasque, les yeux brillants d'un éclat étonné dans une figure jaune, prononça d'une voix mâle et voilée: « Ne t'échauffe pas comme ça, Zora. Laisse-moi parler. » Elle se tourna vers Heini. « Quand il ne te restera plus un sou de notre argent, tu seras bien avancé. » Plus doucement encore. « Réfléchis à ça, Heini, ma petite chérie, dit-elle. Comment feras-tu quand il faudra nous rendre cet argent? C'est la vérité, tu as raison. Mais ne craignez rien. Pas un sou de votre argent ne sera perdu. » À cet instant, la première femme recommença à lancer des aboiements. « Il y a plus de 10 jours que tu devais aller au Maroc, femme, et tu es toujours ici. Alors, quand apporteras-tu ces robes? Nous allons attendre ton bon plaisir, crois-tu? Quand aurons-nous, je te dis, ces robes? Il nous les faut pour le trousseau de ma fille. Mais peut-être l'argent a-t-il disparu depuis longtemps? Ça serait arrivé déjà, que cela ne m'étonnerait pas de toi. Si j'apprends que tu as mangé mon argent, je ne sais pas ce que je ferai. Oui, je ferai un scandale, sois-en certaine. Profiteuse, oui. Tu n'es qu'une profiteuse. » Elle parlait brusquement, tout en même temps. Heini et les deux étrangères, par des explosions répétées, leur voix mettait en pièces la quiète douceur du matin.
s'entendaient-elles au moins l'une l'autre? Omar ne comprenait absolument plus rien à ce qu'elle se disait. Il ne savait qu'une chose, celle-là réclamait à sa mère la restitution de leur argent. Et celle-ci rouspétait fort. Il leur importait peu, par conséquent, de se faire comprendre. Pour l'essentiel, on savait ce qu'elle voulait. La suite, demain. Vous pouvez vous abonner.